Bonjour, dans cette présentation, nous allons explorer l'impact de la COVID-19 sur les minorités ethniques et les immigrants racisés. Une des raisons pour lesquelles il est pertinent d'aborder ce sujet est expliquée par le fait que cette population représente un vecteur important de transmission du coronavirus. Par conséquent, comprendre la réalité de la COVID-19 chez ces personnes peut nous permettre d'adapter notre approche de contrôle de transmission de maladies durant la pandémie. De plus, comprendre cet impact, c'est également se sensibiliser à réduire les inégalités liées aux soins de la santé causés par le racisme ou l'expérience migratoire. Depuis le 19e siècle, le Québec a vécu plusieurs épidémies. Au travers de ces épidémies, incluant celle du coronavirus que l'on vit présentement, il est possible d'observer des récurrences. Notamment, à chaque épidémie, il y a constamment la recherche de boucs émissaires par rapport à l'émergence du nouveau virus. Les homosexuels et les prostituées étaient la population visée pour le sida. Lors de la pandémie de peste noire de l'Europe au XIVe siècle, la population juive a servi de bouc émissaire et de nos jours, c'est principalement la population asiatique. D'autres facteurs récurrents au fil des épidémies sont l'absence d'un système de santé accessible à tous et la désinformation. Ces deux éléments ralentissent grandement toutes les mises en place des politiques de recherche biomédicale, d'éducation des populations et des autres mesures prises en charge par la santé publique. Finalement, pour toutes les récentes épidémies, la vaccination représente toujours la lueur d'espoir au bout du sombre tunnel que sont les épidémies. Nous allons commencer par analyser les raisons pour lesquelles les minorités ethniques ainsi que les immigrants racisés se voient être plus vulnérables au risque d'infection lors des pandémies. En arrivant au Québec, nombreux immigrants font face à une difficulté d'intégration sociale et professionnelle. Cette difficulté peut tout d'abord être expliquée politiquement par l'inaccessibilité à des emplois qualifiés causés par la non-reconnaissance de diplômes, formations ou expériences étrangères. Pour les immigrants du Québec, il est nécessaire de faire reconnaître ses études et son diplôme afin de pouvoir travailler dans le domaine dans lequel on a étudié dans un autre pays. Par exemple, pour le métier d'ingénieur, si l'individu a suivi une formation en génie à l'extérieur du Canada, celui-ci fait partie des professionnels formés à l'étranger et il faut suivre des démarches afin de pouvoir exercer cette profession de manière légale au Québec. Notamment, l'individu doit faire parvenir certains documents afin de prouver sa scolarité et également son identité. Puis parmi ces documents, on retrouve par exemple le CV et le relevé de notes. Par la suite, un comité d'admission évalue le dossier et dépendamment du nombre de lacunes présentes, un certain nombre de formations seront prescrites. C'est aussi pertinent de noter qu'il y a des frais à débourser lorsqu'on entreprend de telles démarches, ce n'est pas gratuit. Donc par exemple, il faut payer pour les frais d'examen d'admission. Et ces démarches aussi, c'est à noter qu'elles sont différentes d'emploi à emploi et qu'il se peut également que certains diplômes ne soient carrément pas reconnus par l'État. Un autre facteur qui freine l'intégration sociale et professionnelle, c'est la barrière de langue, de littératie ou d'éducation. Donc, pour travailler au Québec, il faut généralement parler le français ou bien l'anglais. De plus, les sites gouvernementaux sont souvent rédigés en français ou en anglais, ce qui peut limiter l'accès à l'information. Finalement, il existe aussi des barrières liées au statut migratoire. Donc, par exemple, si on est réfugié, pour travailler, il faut faire une demande de permis de travail et aussi la demande d'un numéro d'assurance sociale. Donc, tous les facteurs suivants peuvent contribuer à une faiblesse de revenus en comparaison avec les personnes qui sont nées au Québec ou au Canada. Selon des études, ces facteurs menant à une fragilité socio-économique ont un effet sur la santé physique et mentale de la personne. À vrai dire, d'après Creatory et ses collègues et aussi Fulter Thompson et ses collègues, la santé physique de l'immigrant est impactée négativement depuis le début de son arrivée dans le nouveau pays. En effet, des maladies chroniques ont tendance à se développer. Pour ce qui est de la santé mentale, des données récoltées au Royaume-Uni démontrent qu'il existe un lien entre la précarité socio-économique et le stress, la dépression et l'anxiété. Les conséquences socio-économiques sur l'état de santé de l'immigrant causent un affaiblissement du corps à se combattre contre le virus et par conséquent augmentent le risque de complications qui pourraient être potentiellement causées par celui-ci. Par le biais de quelques statistiques, je tenais à vous présenter la manière dont la COVID-19 impacte les minorités ethniques et les immigrants racisés. La première statistique indique que 25% de la population ontarienne est représentée par les immigrants, les réfugiés et autres nouveaux arrivants, mais que ceux-ci représentent 43,5% des cas de COVID-19 de la province. La deuxième donnée démontre que, selon une étude effectuée au Royaume-Uni, au début de la pandémie, 35% des patients hospitalisés étaient des personnes noires ou asiatiques, alors que ceux-ci ne représentent que 13% de la population britannique.
Finalement, à Montréal, le 9 avril 2020, les quartiers les plus atteints par le coronavirus étaient la ville de Côte-Saint-Luc, l'arrondissement d'Outremont et l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Parmi les raisons pour lesquelles on croit qu'il y a eu un plus grand nombre d'éclosions de coronavirus dans ces quartiers, il y a le fait qu'on y trouve une population plus ethniquement diversifiée. Dans les prochaines diapositives, nous allons comprendre pourquoi les minorités ethniques et les immigrants racisés représentent une grande proportion des cas positifs de coronavirus. Les inégalités socio-économiques présentées tantôt ont des conséquences sur le mode de vie des immigrants. Notamment, celles-ci peuvent causer un répertoire de choix d'emploi restreint. À vrai dire, ce n'est pas tout le monde qui est à l'affût des différentes politiques concernant l'équivalence des diplômes, aussi les frais à débourser pour se remettre aux études, suivre les formations prescrites ou encore envoyer une demande d'évaluation de dossier ne sont peut-être pas abordables pour tous. D'un autre point de vue, ce n'est non plus pas tout le monde qui est mentalement prêt à faire des équivalences et ce, surtout après avoir déjà consacré une bonne partie de sa vie à étudier dans son pays d'origine. Ce répertoire de choix d'emploi limité peut avoir un impact sur la possibilité de travailler à distance et ne pas pouvoir travailler à distance ne rime non seulement avec plus grande chance d'être exposé au coronavirus, mais également avec besoin d'apporter les enfants à la garderie où les enfants seront eux aussi plus à risque d'attraper la COVID-19 étant donné qu'ils vont être en contact avec des membres de d'autres familles. Finalement, ces barrières socio-économiques impactent également le type de moyen de transport utilisé ainsi que la nature du logement d'une famille. En effet, prendre le bus ou le métro aux heures de pointe est synonyme de difficulté de distanciation sociale. Puis aussi, vivre dans un petit appartement veut dire impossibilité de s'isoler si un des membres de la famille est positif. En gros, tous les aspects mentionnés causent une difficulté à respecter la distanciation sociale et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les minorités ethniques et les immigrants racisés représentent une grande proportion des cas positifs de coronavirus. Donc, pour continuer, j'aimerais parler de l'inégalité à l'accès aux soins. Donc, tout d'abord, par définition, en fait, l'inégalité à l'accès aux soins, c'est quoi? Ben, ça représente les inégalités sociales de santé, faisant référence à des écarts de santé associés à des avantages ou à des désavantages sociaux, par exemple le revenu, le niveau de scolarité ou l'inclusion sociale. Puis, il est aussi pertinent de noter que ces écarts sont injustes et évitables ou sinon qu'il est aussi possible de les atténuer. Si on s'attaque à cet aspect de manière générale, les barrières d'accès aux services de la santé et à l'information peuvent être représentées par les exemples suivants, donc incapable d'avoir un médecin de famille, absence d'assurance maladie, manque d'assurance ou d'argent pour obtenir certains soins. Les langues parlées peuvent aussi causer des barrières, puis finalement le statut migratoire aussi. D'un autre point de vue, si on s'approche de cet aspect de façon à ce que ce soit plus spécifique à la COVID-19, on peut aussi nommer les inégalités d'accès au dépistage et aux soins. En effet, selon la Direction régionale de la santé publique, la DRSP, le taux de dépistage des personnes immigrantes et réfugiées est inférieur à celui des personnes nées au Canada. Comme il est possible de le constater, l'impact qu'a la COVID-19 sur les minorités ethniques et les immigrants racisés est très nuancé et dépend de plusieurs facteurs. Depuis le début de la présentation, j'ai adressé la récurrence des facteurs socio-économiques et la manière dont ceux-ci venaient généralement affecter cette population visée. Cependant, il serait peu soucieux de mettre toutes les minorités ethniques et les immigrants racisés dans un même bateau puisqu'il existe d'autres systèmes d'oppression qui peuvent coïncider et causer un impact nuancé. Il faut donc élargir notre cadre de référence afin de voir ces conditions de double, voire triple discrimination. Notamment, l'identification à un genre peut avoir un impact. Aussi, la langue ou l'origine ethnique d'une personne peut causer des nuances. Finalement, l'âge est un autre facteur à prendre en compte. En plus d'amplifier les inégalités socio-économiques et les inégalités à l'accès aux soins de santé, la pandémie peut causer de la stigmatisation et engendrer du racisme et de la xénophobie. À vrai dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lors des pandémies, il y a toujours un bouc émissaire. Et puis, par exemple, euh, en Europe au XIVe siècle, c'était la population juive qui a servi de bouc émissaire et beaucoup de juifs ont été massacrés en conséquence.
De nos jours, la crainte de contracter le coronavirus et d'en souffrir a suscité la peur similaire de certaines minorités ethniques, donc on peut notamment identifier la stigmatisation du peuple asiatique. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a particulièrement joué un rôle important dans cette stigmatisation en nommant le coronavirus virus chinois sur son Twitter, comme il est indiqué sur la diapositive. Donc, il a utilisé en fait cette terminologie vraiment en face d'un grand public et considérant qu'il était le président à cette époque-là, ben, en fait l'année dernière, c'était vraiment euh, un rôle important qu'il a joué dans cette stigmatisation. Des actes racistes ont également découlé de cela. Par exemple, en avril 2020 à Montréal, il y a eu des rapports qui indiquent que des Inuits ont été pris pour des Chinois et ils auraient été harcelés. On leur a dit, par exemple, de retourner en Chine. Et puis aussi, la SPVM a noté que les crimes haineux envers la communauté asiatique ont connu un pic et que ceci serait lié à la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, l'expérience d'un Asiatique versus celle d'un autre immigrant lors d'une pandémie peut grandement varier lorsqu'on prend en considération la race, malgré que tous deux soient des immigrants racisés ou bien des minorités ethniques. Récemment, le variant de l'Inde a fait apparition au Canada. Le Journal de Montréal a profité de l'occasion afin d'en parler en faisant part d'une approche peu professionnelle. La une du journal présente le Premier ministre du Canada avec un habit culturel indien et il est inscrit: Alors Justin, est-ce qu'on coupe rapidement les liens avec l'Inde cette fois-ci? Sur les réseaux sociaux, cette une du journal a suscité beaucoup de réactions avec raison. Avec des représentations semblables, on risque d'alimenter les préjugés. De plus, ça dévie l'attention des enjeux réels de la pandémie et peut causer de la stigmatisation des personnes d'origine indienne. L'impact de la COVID-19 peut également être nuancé par le genre de l'individu. 56% des cas de COVID-19 sont des femmes au Canada. 55% des personnes décédées à cause de la COVID-19 au Québec sont des femmes. Les femmes sont plus susceptibles d'attraper la COVID-19 car un grand nombre travaillent dans le secteur de la santé. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec, en 2011, 82% des travailleurs de la santé étaient des femmes. Aussi, une enquête épidémiologique a été effectuée et elle a indiqué que le personnel de la santé était plus susceptible d'attraper le coronavirus car ils y sont 10 fois plus exposés que le reste de la population. Dans le livre Women's and Men's Experience of Health and Working in Healthcare Roles, écrit par Watts, l'auteur exprime que les hommes exerçant des professions traditionnellement féminines occupent généralement les postes les plus élevés. Ceci insinuerait donc que les femmes travailleuses de la santé seraient souvent des préposés bénéficiaires, des infirmières, etc. et seraient donc fortement en contact avec les patients. Également, dans le même livre, Watts indique que selon une étude, le rôle des hommes au sein de leur famille est décrit en termes financiers en mettant l'accent sur la primauté de leur profession. L'homme est le fournisseur, le cueilleur, et la femme s'occupe de la famille. Traditionnellement et culturellement, les femmes sont souvent celles qui préparent à manger, font le ménage, s'occupent des enfants, etc. Donc, lorsqu'atteintes de la COVID-19, les femmes doivent malgré tout continuer à préparer à manger, s'occuper des enfants, etc. Et ceci augmente non seulement le risque de transmission du virus au sein d'une même famille, mais vient également épuiser physiquement et mentalement la femme. Finalement, l'instauration du confinement pour freiner la propagation du virus a contribué à l'augmentation de la violence à l'égard des femmes. Une statistique démontre que, en avril 2020, en Europe, les appels d'urgence des femmes victimes ou menacées par leurs partenaires ont augmenté de 60% par rapport à avril 2019. Je profite des aspects abordés dans les diapos précédentes afin de mentionner le récent meurtre en Atlanta de 6 femmes asiatiques, car je trouvais que celui-ci démontrait comme il faut l'intersectionnalité d'être une personne asiatique et une femme durant cette pandémie. Il y a eu certains débats par rapport à si ce meurtre était réellement un crime haineux envers la population asiatique en raison de la COVID-19 ou si c'était juste une coïncidence, mais toutefois, je crois quand même que cet exemple vaut la peine d'être mentionné. Depuis le début de la pandémie, on l'entend partout. Ce sont les personnes âgées qui sont le plus à risque de souffrir de la COVID-19. Cela cause une peur d'approcher les personnes âgées par souci de ne pas les infecter. À Montréal, en début de pandémie, il y a eu l'instauration d'une interdiction de visite des CHSLD. Aussi, il y a eu l'instauration d'une limite de la visite des proches aidants. Pour les zones rouges ou lorsque la résidence pour aînés en éclosion, une seule
personne proche aidante connue et identifiée peut avoir accès par jour aux résidents. Cette mise à l'écart peut grandement impacter la santé mentale de nos aînés en engendrant un sentiment de solitude ou d'isolement. Finalement, le fait que les personnes âgées fassent partie de la population à risque a aussi un impact sur le marché du travail. À vrai dire, considérant que la main-d'œuvre est vieillissante, selon une statistique, 18% de la population active totale est âgée de 55 ans et plus, la pandémie remet aussi en question l'embauche. Donc, faut-il continuer d'embaucher des personnes âgées malgré que celles-ci soient plus à risque? Cette remise en question par rapport à l'embauche pourrait potentiellement décroître le répertoire de choix d'emploi des immigrants racisés et intensifier les inégalités socio-économiques. Kinsella décrit l'approche réflexive comme étant un moyen par lequel les praticiens peuvent développer une meilleure conscience quant à la nature et à l'impact de leur performance. Dans son article Reflections on Reflective Practice, elle présente 10 actions d'un praticien réfléchi. Parmi ces actions, elle indique qu'il faut refléter de manière critique sur les idéologies qui informent les systèmes dans lesquels vous travaillez et prendre des mesures significatives pour plaider en faveur d'un changement positif, autrement dit, envisager de nouvelles possibilités. Ce projet m'a permis d'avoir une réflexion sur des réalistes actions à entreprendre en tant que futur professionnel de la santé afin de réduire l'impact qu'ont les nombreux systèmes d'oppression nommés plus haut sur les minorités ethniques et les immigrants racisés. Par exemple, on pourrait encourager une meilleure diffusion des informations liées à l'accès des soins de santé dans diverses langues sur différentes plateformes accessibles par monsieur et madame tout le monde, comme à la radio, sur des affiches, etc. D'un même point de vue, il faudrait rendre plus facile l'accès à la documentation en accrochant des affiches dans les rues, en faisant des publicités à la télévision ou autres. Par exemple, nombreux ne savent pas que la Croix-Rouge fournit de l'aide pour les personnes dans le besoin lorsqu'atteintes de la COVID-19, donc c'est une information qui devrait être mieux diffusée. Encourager une meilleure diffusion permettrait de détruire certaines barrières auxquelles les minorités ethniques et les immigrants racisés font face, telles que la difficulté à l'accès à l'information. Finalement, une autre option serait d'offrir des formations obligatoires aux travailleurs de la santé afin de nous faire prendre conscience des inégalités liées à l'accès aux soins de la santé. Avant de conclure, j'aimerais parler de mon expérience personnelle en tant qu'actuelle travailleuse de la santé. Je travaille en tant qu'enquêtrice à la Direction régionale de santé publique et mon rôle est d'identifier la source d'acquisition du virus et de transmettre les consignes liées à la période d'isolement pour réduire la transmission du coronavirus. Récemment, dans nos appels, un questionnaire ethnoculturel a été intégré qui pose des questions par rapport au pays d'origine des personnes atteintes de la COVID-19, leur année d'immigration, leur statut migratoire, etc. Avant d'avoir fait ce projet, je comprenais mais ne voyais pas vraiment l'utilité de poser ces questions. Aussi, je trouvais que celles-ci semblaient parfois dépassées et qu'elles pourraient susciter un sentiment de méfiance. Après avoir fait ce projet, j'ai réalisé l'importance de ces questions puisque celles-ci permettent l'identification des communautés culturelles plus touchées et donc encouragent l'adaptation de notre approche face aux mesures de protection contre la COVID-19. L'intégration de ces questions m'a permis de développer une approche professionnelle qui adresse les injustices face à la distribution des ressources de santé. En effet, une des dimensions du professionnalisme selon Monroe et Reyes est l'aspect de centrage sur le patient. Cela veut dire mettre le patient de l'avant et le traiter comme un tout au lieu de se concentrer seulement sur son dysfonctionnement ou sa maladie. Lorsque fait avec respect et sans jugement, le centrage sur le patient permet de développer une confiance et de trouver une solution adaptée à un problème. Dans l'article Thank You for Being on Time, l'auteur Nicole Brown reconnaît justement l'importance de poser des questions en lien avec l'oppression, la discrimination, la pauvreté, etc. Notamment, celle-ci explique que les gens se retrouvent malades à cause des inégalités économiques, à cause des traumatismes, et les racines des traumatismes sont souvent dues à l'oppression ou à l'injustice structurelle. Par conséquent, c'est pourquoi je pense que lors des consultations, les travailleurs de la santé devraient prendre le temps d'adresser ces facteurs et arrêter de les considérer comme étant des sujets tabous. En effet, au lieu d'examiner la couche superficielle d'un problème, il faut tenter de creuser plus en profondeur car il se peut que certaines injustices soient évitables. Merci de m'avoir écouté. Voici mes références pour le projet.